Merci Jalil. Merci à tous d'être venus un samedi matin pour écouter ça. Hier, il y avait des retardataires, donc j'ai décidé de commencer par un petit problème, le temps que les retardataires arrivent. Donc c'est le problème des macarons ou le problème des gâteaux. Vous voulez mettre vos macarons dans une boîte. Vous avez des macarons qui sont circulaires de rayon 1. Et alors, quand j'achète mes macarons, généralement, je les trouve comme ceci dans ma boîte. Parfois, ils les mettent comme ceci, mais on va supposer qu'ils les mettent comme ceci. Et ils mettent leurs macarons comme ceci dans leur boîte. Donc si je décide que le rayon ici c'est 1, la boîte ici est de taille 4. Et une certaine longueur L. Par exemple, si L égale 4, vous avez vu que j'ai mis 4 biscuits dans ma boîte. La question est la suivante, si L égale 400, est-ce que je peux mettre 401 biscuits? Donc est-ce qu'il y a un moyen de arranger les biscuits les macarons de manière différente dans cette boîte pour en mettre un de plus? Voilà, je vous laisse réfléchir, la réponse sera donnée d'ici un quart d'heure à peu près. Comme ça, il y a un quart d'heure où vous n'écoutez rien de ce que je raconte. On peut les écraser? Ah oui, alors des macarons anglais, des macarons durs, quoi, ce qu'ils appellent les biscuits, les trucs qui ramollissent quand on les trempe. Je crois que c'est les biscuits. On a le droit de les tremper? Non. Et pas le droit d'utiliser la dimension 3 non plus, c'est tricher. Voilà, donc c'est un problème d'empaquetage ou d'empilement en français, de packing en anglais. Alors en anglais, ils disent sphere packing. C'est plutôt un empilement de boules plutôt que de sphères, mais je parlerai d'empilement de sphères dans la suite. Et donc la question est, voilà, quel est l'arrangement de sphères optimal en dimension D? Donc la question générale qu'on va se poser. Quel est l'empilement optimal? C'est-à-dire qu'il perd le moins de place possible de sphères ou de boules en dimension D, dans RD. Donc je vais décrire un peu plus mathématiquement que veut dire cette question. Donc je vais commencer par pas mal de définitions pour bien poser le problème. Donc je vais commencer par plusieurs définitions. Je vais rappeler ce qu'est un réseau. Un réseau de RD, c'est un sous-ensemble discret. Alors, je vais l'appeler L dans cet exposé de la forme. Vous vous donnez n des vecteurs indépendants et vous regardez les combinaisons linéaires entières de ces des vecteurs. A1, A2, AD. Et je vais demander à ce que ces vecteurs soient linéairement indépendants. Donc chaque vecteur est un vecteur dans RD. Du coup, je peux regarder cette matrice-là, avec les coefficients de A1, les coefficients de AD. Et je vais demander à ce que le déterminant de A soit différent de 0. On va faire quelques exemples après, mais vous voyez tous à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est le premier objet phare de mon exposé. Le deuxième objet phare, c'est une configuration. Je vais dire qu'une configuration est périodique, donc une configuration de points périodique dans RD. C'est un ensemble discret. Et il existe un réseau, donc il existe un L tel que C est invariant par les translations de ce réseau. Tel que il existe L. Alors il y a deux conditions. Il existe un réseau L tel que, quel que soit le vecteur que je choisis dans mon réseau, si je translate cette configuration, je retrouve la même configuration. Et la deuxième condition, c'est que si je regarde C inter une cellule élémentaire, donc je vais définir tout de suite. Ça, c'est un nombre fini de points. xi égale 1 à n. Donc je demande que dans chaque cellule de mon réseau, j'ai un nombre fini de points.
Donc ici, lambda, c'est la cellule élémentaire. Donc si je prends cette convention, lambda ici, ça va être par exemple A1 fois le segment semi-ouvert 0,1 plus etc. plus AD fois le segment ouvert 0,1. Alors tout de suite quelques exemples. Donc en dimension 1, il n'y a qu'un seul réseau à dilatation près. Donc tous les réseaux sont de la forme A fois Z, avec A un entier strictement positif par exemple. Donc ça c'est la configuration que vous connaissez tous. Ça c'est A, ça c'est 0, et du coup cet ensemble ici, ça va être mon lambda. En dimension 2, vous en connaissez plein. En voici un. Donc ici, c'est un réseau. J'ai choisi A1 et A2. A1, j'ai pris ce vecteur, par exemple. A2, j'ai pris ce vecteur. La cellule élémentaire, c'est ce truc-là. Et si je choisis l'angle qui est pi sur 3, dans ce cas-là, ça devient le réseau triangulaire. Donc si l'angle ici, c'est pi sur 3, c'est ce qu'on appelle le réseau triangulaire. Et dans la suite, on l'appellera le réseau A2. Alors la lettre A, c'est pas clair. Certains disent que ça vient du physicien Abrikosov. Sauf qu'Abrikosov, dans son article originel, s'est trompé de réseau. Donc c'est Abrikosov une fois qu'on a corrigé le réseau d'Abrikosov. Là, j'ai supposé effectivement que A1 égale A2. Merci. Donc si je place des points le long de ce réseau, on va dire que la configuration est périodique, mais que c'est même une configuration de type réseau. C'est sous-catégorie des configurations périodiques. Donc les configurations de type réseau, c'est ceux où il y a un seul point dans l'intersection, qui est l'origine, par exemple. Un autre réseau que personnellement j'aime bien, et on va un petit peu en parler aussi, je prends exactement le même réseau, pardon, une autre configuration périodique. Alors, tac. Est-ce qu'on va voir quelque chose? On va essayer de voir quelque chose. Je me suis déjà planté. Non, c'est bon. Ils sont là. Hop. Je vais prendre ces vecteurs-là. Ça, c'est A1 et A2. Ça génère exactement le même réseau. C'est un peu plus symétrique de l'écrire comme ceci. Sauf que maintenant, je vais prendre 2 points par cellule unité. Je considère la configuration où j'ai ce point-là et ce point-là dans ma cellule unité. Et je répète ça. Donc ici, il faut que je complète mes triangles maintenant. Je me suis beaucoup entraîné à faire ce dessin. J'espère que je vais réussir. Hop, 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 hop. Je ne me suis pas trompé, c'est bon. Etc. Et vous pouvez continuer comme ceci. Et si vous regardez, ça c'est une autre motif qui apparaît ici, qui est le motif hexagonal. Donc ça sera une configuration de points hexagonal. Ça c'est une configuration périodique et qui n'est pas une configuration de type réseau parce qu'il y a 2 points par cellule unité. Donc ça c'est la configuration hexagonale. Donc ici, L c'est le réseau A2 et il y a 2 points par cellule. Pas de questions jusque-là, n'hésitez pas. Alors, je vais définir 2 objets, oui. La configuration hexagonale, elle n'est pas de type réseau pour le réseau 2, est-ce qu'il y a un réseau pour lequel... Malheureusement pas. On peut montrer qu'il y a forcément 2 points par réseau. Donc, lorsqu'on étudie le graphène,
on est amené à étudier ce genre de configuration. Alors, je vais définir deux objets pour chaque réseau maintenant, donc encore des définitions. Si C est une configuration de points donnée, je vais définir la plus petite distance dans C, ou le rayon de C. Donc, je vais définir le rayon de C comme étant R de C. C'est l'infimum sur tous les points xi différents de xj appartenant à C, de la distance entre xi et xj. Et je vais rajouter un facteur 1,5 pour que ça fasse un rayon. Quelle est l'idée? C'est que maintenant, à chaque point du réseau, je peux mettre une boule de rayon R, et ces boules ne s'intersectent pas. Donc, ce que je peux regarder, c'est ensuite regarder l'objet oméga C, qui va être l'union sur tous les xi appartenant à ma configuration de la boule de centre xi et de rayon R, avec R égale R de C. Ben ça, c'est une union de boules disjointes. Donc ici, par exemple, vous pouvez voir que je peux mettre des boules comme ceci. Alors là, ça devient de plus en plus difficile. C'est ce que vous faites avec vos compas quand vous êtes petit, non? Voilà, donc ici, si la longueur c'est 1, ici le R de la configuration périodique, ce sera A sur 2. Ici, si je prends mon lattice, R de AZ, ça va être ici A sur 2 aussi. Et enfin, dernière définition, la densité de ma configuration C est définie par... Je prends une cellule élémentaire, je regarde le volume occupé par les boules dans cette cellule, et je divise par le volume de la cellule. Donc je regarde le volume de cet ensemble oméga C, donc ça c'est l'ensemble de boules intersectées avec ma cellule élémentaire, divisé par le volume de C. Et ça, je vais appeler ça ρ de C. Alors, mon ρ ressemble beaucoup trop à un C, ça ne va pas du tout. Voilà, je vous rappelle que c'est le volume en D dimensions ici. Donc, parfois, je mets indice D pour vraiment insister là-dessus. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, merci. Volume de lambda. Alors, petit exercice, le volume de lambda, c'est le déterminant de la matrice. C'est la valeur absolue du déterminant de la matrice A, si j'écris que A, c'est la combinaison de mes vecteurs ici. Et donc la question qu'on se pose, c'est quel est le suprémum de la densité parmi toutes les configurations périodiques. Donc on cherche le suprémum sur toutes les configurations C périodiques de ρ de C. Et donc ça, je vais le définir comme étant la configuration optimale en dimension D, donc un certain ρ indice D. C'est la densité optimale. Donc là, j'ai juste mathématisé le problème. Cette définition pour écrire ce que vous aviez en tête, essentiellement. Mais maintenant, j'ai tous les objets dont je vais avoir besoin pour mon exposé, ou presque. On peut faire quelques exemples. On peut faire un petit lemme déjà pour commencer, et puis quelques exemples. Lemme qui n'est même pas lemme, c'est une remarque. La première remarque, c'est que pour tout C, là je suis en train de faire le volume d'un ensemble qui est strictement inclus dans un autre, donc la densité est plus petite que 1, et c'est une quantité positive puisque c'est le ratio de deux trucs positifs. Donc 0 est toujours plus petit que ρ de C est plus petit que 1, et en particulier ρd est plus petit que 1.
La densité optimale ne peut pas dépasser 1. La deuxième remarque peut-être un peu moins triviale, c'est que le problème est complètement invariant par toutes les dilatations. Donc si je multiplie tout par un facteur lambda, et bien ici je vais multiplier le volume par un certain lambda puissance d, mais là aussi je vais multiplier par lambda puissance d. Donc en fait, tout est invariant par translation, par dilatation, par scaling. Donc je vais l'écrire comme ceci, que ρ de lambda c, c'est ρ de c. Et du coup, ça va m'arranger parce que je vais pouvoir choisir le scaling de mon choix plus tard. Donc il y a certaines situations où je vais prendre le réseau dont le volume de lambda c'est 1. Il y a des situations où j'ai envie plutôt de me travailler dans un repère où le rayon ça va être 1, etc. Mais en tout cas, tous ces problèmes sont complètement équivalents. Donc je peux toujours choisir l'unité de longueur qui m'arrange, soit R égale 1, soit le volume égale 1. Est-ce que quelqu'un a trouvé mon problème? Est-ce qu'on peut mettre 400 à biscuits dans une boîte de taille 400? Là, il est là le problème. Quand on m'a dit la solution, je m'en voulais de ne pas avoir trouvé. On peut faire quelques exemples. Par exemple, pour le AZ. Alors, j'ai oublié de dire quel était le volume d'une boule. Donc, c'est la dernière notation. Je vais noter oméga d, le volume en dimension d de la boule unité. Je vous rappelle sa formule. C'est pi puissance d sur 2 divisé par gamma d sur 2 plus 1. Vous pouvez vérifier que ça donne bien ce qu'il faut en dimension 1, 2 et 3. Pardon? Si, on peut. On peut, ouais. Donc ça vaut 2 pi, ça vaut 2, excusez-moi, si d égale 1. Ça vaut 4, qu'est-ce que je raconte? Ça vaut pi r carré, donc ça vaut pi si d égale 2. Et ça vaut 4 tiers de pi si d égale 3. Je me suis pas trompé, non c'est bon. Voilà, je reprends mes exemples précédents et puis on va calculer la densité d'une dimension 1 par exemple. Donc la densité de AZ. Alors, mais on a dit que le rayon c'était A sur 2, donc le volume de la boule, ah oui, du coup le volume de la boule de centre 0 et de rayon R, ça devient oméga d, R puissance d par scaling aussi. Vous allez voir que ça fait 1. Parce qu'essentiellement, si je rajoute mes boules dans ma configuration périodique, eh bien, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de trou. Si vous avez votre réseau, et maintenant vous mettez votre première boule ici, votre deuxième boule ici, votre troisième boule ici, etc. Donc la densité c'est 1, mais de l'autre côté, je sais que 1 c'est la borne suprémum, et du coup j'en déduis qu'en fait c'était le réseau optimal, quel que soit A. Donc en dimension 1, on a déjà montré que tous les réseaux AZ sont optimaux pour l'empilement. Et ce sont les seuls. Si je prends une autre configuration périodique qui n'est pas un réseau, ça veut dire que je vais avoir une grande distance et une petite distance, et du coup je vais faire un trou. Donc j'ai unicité des réseaux optimaux en dimension 1. Alors on va essayer de calculer ρ de A2. Donc A2 c'est le réseau triangulaire. Donc voici la configuration. Le calcul se ramène à la chose suivante. Vous avez ici un triangle équilatéral de rayon A. Vous avez 3 portions de cercle ici. Et vous voulez faire le ratio
de l'aire jaune sur l'aire du triangle. Donc l'aire jaune, ça c'est facile, c'est pi fois le rayon. Alors j'ai 1/2 d'un cercle, hein, si je mets les trois ensemble, donc j'ai 1/2 de pi fois le rayon c'est a sur 2 carré. Aux erreurs de calcul près évidemment. Et l'aire du triangle, alors c'est compliqué, donc c'est base fois hauteur, je suis incapable de faire ça. Donc c'est 1/2, la base c'est a sur 2, et la hauteur je crois que c'est racine de 3a sur 2. Donc ça me fait un racine de 3a carré sur 8. Qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y a pas de sur 2? Je vous ai dit que j'étais nul. Mais la hauteur c'est racine de 3a sur 2. Racine de 3 sur 2, donc 1/2, base A, hauteur racine de 3 sur 2. Donc c'était bon? Bon. C'est bon. Mettez le demi sur le racine de 3. Je ne touche à rien. A carré sur 4. Bon, ok. C'est bon. Donc ρ de A2. Si la réponse n'est pas celle qui est sur ma feuille, c'est que je me suis trompé. C'est facile. Donc ça fait pi sur 2 a carré sur 4 divisé par racine de 3 a carré sur 4. Donc ça me fait pi sur 2 racine de 3. Et les personnes l'écrivent comme ceci, c'est pi sur racine de 12. Pour le moyen mnémotechnique, et je peux vous donner sa valeur. Que je dois voir quelque part. Non, j'ai oublié de le marquer. Non, c'est caché. Voilà, et donc on va démontrer que c'est optimal. En fait, cette constante est optimale. Autrement dit, en dimension 2, la meilleure façon de mettre des boules en dimension 2, c'est selon le réseau triangulaire. Alors, solution au problème, du coup, avant que j'efface tout. Si vous mettez vos biscuits comme ceci, vous faites un triangle comme ceci, et après vous faites recommencer vers le haut, et après vous recommencez. Il faut que ça touche quand même. Voilà. Donc là, j'ai réussi à mettre 6 biscuits sur une distance D. Vous faites le calcul, c'est de la géométrie. D, c'est 2 plus 2 racine de 4, racine de 3 moins 2, moins 3. Et ça vaut 5,964. Du coup, c'est en dessous de 6, et du coup, on gagne de l'espace. J'ai réussi à mettre 6 gâteaux sur une distance un peu moins de 6, donc au bout de 400 fois ce truc-là, je gagne un espace. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, c'est sur mon blog. On voit rien. Et voilà. Alors le problème en dimension 2 a déjà une longue histoire. Et je vais donner quelques noms, du coup, historiques maintenant. Donc, optimalité en dimension 2. Alors, l'histoire commence, le problème a été posé dans la nuit des temps. La première solution est donnée par Lagrange en 1773, mais lui il considère uniquement les réseaux et il montre que A2 est optimal parmi les réseaux, c'est-à-dire qu'il ne regarde pas toutes les configurations,
On regarde uniquement les réseaux. Et du coup, c'est un problème qui est pas très difficile, puisque les réseaux sont décrits par des matrices de 2, qu'on a écrit tout à l'heure. Le volume, c'est facile à écrire, c'est la déterminante de la matrice. La distance, la plus petite distance que vous pouvez avoir dans votre réseau, c'est pas très compliqué à écrire. Et du coup, vous pouvez faire le calcul. C'est un problème d'optimisation à 3 ou 4 variables. 3 variables si on se débrouille bien. Ça prend 3 lignes. Ça, c'est pas très compliqué. Beaucoup plus difficile est de montrer que c'est optimal parmi toutes les configurations périodiques. Alors, c'est pas clair qui a été le premier. Tu proposes une démonstration en 1910 sur les configurations périodiques. Puis, 30 ans après, Toth dit que la preuve de Tu est incomplète. Donc, il complète la preuve. Donc, a priori, ce serait Toth qui aurait la première démonstration complète. Et puis, la preuve a diminué au cours du temps. Et du coup, voici une preuve que je vais vous donner qui est due à Chang et Wang de 2010, avec un très très court article où il a un argument très simple pour démontrer que c'est optimal. Donc, je vais vous présenter la preuve de Chang et Wang. Et l'avantage de cette preuve, c'est qu'elle ne nécessite que des outils de type géométrie du triangle. Donc, ça va. Alors, soit C, une configuration périodique. De réseau L, on s'en fiche en fait. Et je vais supposer que C est saturé, c'est-à-dire je ne peux pas rajouter de points. Donc je vais me placer dans une situation où tous les points de C, donc R de C, je vais appeler ça R, et je vais supposer que C est saturé. C'est-à-dire qu'il n'existe pas un autre point dans ma configuration qui a distance plus grande de R de tous les autres points de la configuration. On ne peut pas rajouter de points. Alors pour commencer, je vais construire une triangulation de ma configuration de points, mais pas n'importe quelle triangulation, je vais faire une triangulation de ce qu'il appelle de Delaunay. Donc voici comment ça marche. Ici j'ai mon plan, ça c'est mon plan R2. J'ai une certaine configuration que je vais dessiner tout à l'heure. Je vais considérer une parabole sur R2. J'ai mes points. Comme ça, comme ceci. Ces points, je vais les projeter sur la parabole vers le haut. Un paraboloïde. Merci. Peut-être ici. Donc ça me donne un ensemble de points sur ma paraboloïde. Je regarde l'enveloppe convexe de cet ensemble de points. Donc ça va me dessiner des faces, comme ceci. Alors toutes les faces ne sont pas des triangles, mais quitte à rajouter des segments, je peux demander à ce que tous ces faces soient des triangles. Et après, je reprojette chacune des arêtes vers le bas. Donc ici, j'ai joint ce point et ce point, donc ça me fait une arête ici. J'ai joint ce point et ce point, ça me fait une arête ici. J'ai joint ce point et ce point, ça me fait une arête ici, etc. Donc ça va me donner cette triangulation. Donc ça me sélectionne une triangulation parmi toutes les triangulations possibles. Donc construction. Donc ça c'est l'étape 1, construction d'une triangulation. Via la paraboloïde. Donc la propriété de cette triangulation, c'est ce qu'on appelle une triangulation de Delaunay. C'est que si je regarde un triangle T dans ma configuration, et si je regarde le cercle circonscrit à ce triangle, le disque ne contient aucun autre point de ma configuration. Donc si C est un cercle circonscrit, ou un disque circonscrit à un triangle T, circonscrit à
un triangle T. T, je veux dire que c'est XA, X1, X2, X3. Alors si je regarde C intersecté, alors j'ai 2 fois C, ça y est, donc c'est D le disque. Intersecté avec ma configuration, bah ça c'est X1, X2, X3. Il n'y a pas d'autres points à l'intérieur. Alors pourquoi c'est vrai ce que je raconte? Ah, c'est une propriété. Oui, non. Celui-là, je le soulève un peu. Alors pourquoi c'est vrai? Donc je redessine ma paraboloïde. Je considère 3 points et son disque inscrit. Et ce disque, je le remonte en un tube en 3D. Et je regarde l'intersection avec ma paraboloïde. Donc ça, c'est l'intersection de 2 coniques, donc ça me fait une ellipse. Je vais appeler E. Donc E, pour décrire les points de E, c'est l'ensemble des points de la forme Z égale x carré plus y carré. Ça, c'est ma paraboloïde. Et là, c'est un cercle. Donc c'est quelque chose du type 0 égale x moins x le 0 carré plus y moins y0 carré. Et ça, c'est x carré plus y carré plus quelque chose de linéaire. X carré moins R carré. Merci. Merci beaucoup. Donc si je fais la soustraction des 2 équations, je trouve que E, c'est aussi l'intersection de ma paraboloïde et d'une équation affine. Donc je fais l'expression, je vais avoir Z égale un certain alpha x plus bêta y plus gamma. Donc c'est aussi l'intersection de ma paraboloïde et d'un plan. Mais comme j'ai les 3 points qui appartiennent à mon espace, c'est forcément un plan qui passe par les 3 points. Donc ça, cette intersection au début que j'ai définie comme l'intersection de 2 coniques, c'est aussi, donc là je ne vais pas y arriver, c'est aussi l'intersection du plan qui contient les 3 trucs et de ma paraboloïde. Et comme ce plan fait partie de mon ensemble convexe, par définition, ça veut dire que tous les autres points de ma paraboloïde sont au-dessus de ce plan. Donc quand je les reprojette, ils doivent tomber à l'extérieur du cercle. Donc si je prends un autre point, il est à l'extérieur, il est au-dessus du plan, et du coup quand je le reprojette, il doit être à l'extérieur du cercle. Donc ma triangulation vérifie cette propriété. Alors étape 2, maintenant je vais montrer que triangle par triangle, eh bien, je vais saturer la contrainte pi sur racine de 12. Donc soit T un triangle, dans ma triangulation, je vais noter ABC. Je regarde le plus grand angle θ. Alors j'affirme que pi sur 3 est plus petit que θ et qu'il est plus petit que 2pi sur 3. Alors la première inégalité, celle-là, ça vient du fait que comme la somme des 3 angles d'un triangle doit faire pi, j'ai au moins un des angles qui doit être plus grand que pi sur 3. Donc ça, c'est juste que θ1 plus θ2 plus θ3 égale pi. La deuxième, ça c'est une application du théorème des cercles inscrits. Donc je suppose que j'ai un grand angle, θ. Si je suppose que θ est strictement plus grand que 2pi sur 3, bah, ça veut dire que j'ai un des 2 autres angles qui doit être plus petit que pi sur 6. Donc si j'ai cette configuration, il existe un alpha angle plus petit que pi sur 6. De nouveau, parce que la somme des 3 angles doit faire pi, donc la somme des 2 autres angles doit faire le pi sur 3 restant. Il doit être plus petit que le pi sur 3, donc un des 2 est plus petit que pi sur 3.
Et ça m'implique que le rayon de le cercle circonscrit doit être plus grand que quelque chose. Il faut que je calcule. Hop, alors c'est parti. Donc je vais faire les angles inscrits. Hop, tac. Ici je retrouve mon angle alpha. Dans cette configuration ici, donc ça va être A, B, C par exemple. Je vois que 2R, donc le sinus de alpha, ça va être BC divisé par 2R. Ça c'est bon. Du coup, je vais voir que R, c'est égal à BC sur 2 sinus alpha. Sauf que BC, bah, c'est une configuration qui est... son rayon, c'est R, donc je sais que ça, c'est 2 points de la configuration. Donc au numérateur, c'est forcément plus grand que 2R, la distance entre ces 2 points. Et si alpha est plus petit que pi sur 6, ça veut dire que le sinus alpha va être plus petit que 1,5. Du coup, 1 sur sinus alpha est plus grand que 2. Strictement. Donc ça m'implique que le sinus alpha est plus petit que 1,5. Donc R va être plus grand que petit r. Et ça veut dire qu'en fait, je pourrais rajouter ce point dans ma configuration, et ça contredit le fait que ma configuration est saturée. Parce que cette configuration-là, elle est à distance plus grande que R de ces 3 points, et de tous les autres qui sont en dehors du cercle. Donc on pourrait rajouter O à la configuration. Ça contredit la saturation. Voilà, donc ça c'était la deuxième étape. Maintenant je sais que le plus grand angle vérifie ceci. Donc la troisième étape, bah, je vais calculer pour chaque angle, pour chaque triangle, je vais calculer le volume de T inter ma configuration de boule, divisé par le volume de T. Alors le numérateur, ça c'est juste l'aire d'un demi-cercle, donc ça c'est 1/2 pi r carré, ça c'est le numérateur, et du coup il faut que je calcule le volume de T. Bon, bah, je vais dire que le volume d'un triangle, donc je vous rappelle, j'ai mon angle θ ici. Donc cette fois-ci, je change de notation, j'ai A, B, C. Donc c'est 1/2 de AB, BC fois, j'ai pas fait ça depuis des années, sinus θ. En tout cas, c'est plus grand que 1/2, donc AB, c'est le même raisonnement que tout à l'heure, c'est plus grand que 2R, BC, c'est plus grand que 2R. Et maintenant, si je vous dessine la fonction sinus, ici vous avez pi sur 3, et ici vous avez 2 pi sur 3. Si θ est compris entre pi sur 3 et 2 pi sur 3, ça veut dire que le sinus doit être plus grand que ce nombre-là, c'est racine de 3 sur 2. Donc le sinus va être plus grand que racine de 3 sur 2. Avec égalité, si et seulement si mes angles c'est 2π ou 2π sur 3. Donc là j'ai volume est plus grand que quelque chose, donc 1 sur volume est plus petit que quelque chose. Donc ça c'est plus petit que 1/2 pi r carré, divisé par, alors tous les deux simplifient, r carré racine de 3, et ça c'est pi sur racine de 12. Donc dans chaque triangle, l'aire occupée par le disque, c'est au moins pi sur racine de 12 fois l'aire du triangle. Donc maintenant, pour conclure la preuve, je vais calculer le volume de lambda intersecté oméga c sur le volume de lambda. Donc je vais calculer ça d'abord. Ça, comme tous mes triangles sont disjoints, c'est le volume de lambda intersecté oméga c intersecté mes triangles, et je somme sur tous les triangles.
Alors ça, c'est plus petit que la somme sur T du volume de oméga C intersecté avec mes triangles. Et ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est que ça, c'est plus petit que pi sur racine de 12, la somme sur T du volume de mes triangles. Donc ici, je prends que les triangles qui sont inclus dans ma configuration, dans mon ensemble comme ceci. Et ça, le volume de tous les triangles, bah, c'est le volume de lambda. Et si je divise, ça conclut la preuve. Donc, très jolie preuve proposée par Chang et Wang. Qui montre en plus que toutes les configurations optimales sont uniquement, l'unique configuration, c'est les réseaux triangulaires. Parce que si on veut égalité partout, ici je crois qu'en fait on pouvait mettre un strict quelque part. Si ça me change en comme ceci, comme ceci, comme ceci. Donc si j'ai égalité partout, tous les angles doivent être égaux à pi sur 3. Et donc ça, c'est tous les triangles sont équilatéraux. Et du coup, c'est le réseau triangulaire. C'est une très bonne question. J'ai triché. Oui. La bonne façon de faire, c'est de considérer ça sur non pas sur lambda, mais sur L fois lambda divisé par L cube et prendre la limite. Donc on élimine les termes de bord qui sont un petit taux de 1 sur L. Donc ça conclut la dimension 2. Donc le constante optimale, c'est pi sur racine de 12, et les réseaux optimaux, c'est le réseau triangulaire. Alors maintenant, je vais parler d'optimalité, j'aurais pas dû effacer, en dimension 3. Et c'est le problème historique le plus connu. Donc ça, c'est formulé par Kepler. C'est ce qu'on appelle le problème de Kepler, formulé en 1611. Et c'était tellement au point mort, ce problème, que Hilbert l'a remis au goût du jour dans sa liste des problèmes. C'est le 18e problème de Hilbert, aussi. Ça fait partie, en fait, le 18e problème de Hilbert, il y a plusieurs sous-questions. Mais ça fait partie des questions. Alors, concernant la résolution de ce problème, donc Gauss va faire comme Lagrange. En 1831, il va uniquement regarder les réseaux. 1831. Et il va montrer que la configuration BCC est optimale. Je vais dire ce que c'est. Configuration BCC est optimale parmi les réseaux seulement. Donc pas parmi toutes les configurations périodiques, mais parmi les réseaux. Donc là, le calcul est beaucoup plus pénible. Il faut optimiser des matrices 3-3. Il y a 9 coefficients, mais voilà, ça se fait à la main. Quand on est Gauss et qu'on a un dimanche de libre, on fait ça. La grosse surprise vient d'un résultat de Tott en 1953, où il démontre que le problème, en fait, peut être réduit à étudier un nombre fini de configurations. Donc lui, il montre qu'il suffit d'étudier un nombre fini, immense, de configurations. Alors plus exactement, il faut montrer que le minimum d'une fonction à 150 variables est atteint pour BCC. Je vais dire comment ça fait. Donc ici, si vous regardez la preuve en dimension 2, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un truc local, on a traduit le problème, vérifié que c'est vrai localement. Et pour cela, j'ai construit une triangulation magique, en quelque sorte. Tott, ce qu'il fait, il va faire un peu la même chose, il va dire, en fait, ça va être BCC, si c'est BCC localement dans une certaine grande boule, qui n'est pas juste des triangles, il faut regarder vraiment un peu plus que simplement les points. Il faut imaginer qu'on a BCC, on prend une boule un peu plus grande, et on va prendre tous les points de cette boule. Donc ça, il y a un certain nombre de paramètres, il y a 50 points maximum. Chacun de ces points a 3 variables, x1, x2, x3. Et on va regarder que cette fonction, qui du coup dépend de 150 paramètres, atteint bien son minimum pour BCC.
Donc c'est un peu ce qu'on a fait, mais c'est l'équivalent dimension 3. C'est très compliqué. Et en 98, donc Hayes propose une preuve en 98 et la soumet au prestigieux journal qui s'appelle Annals of Mathematics. Donc il envoie une preuve. À Annals. Annals réunit une équipe de 12 chercheurs pour vérifier la preuve, dont Toth. Au bout de 4 ans, ils disent qu'ils sont sûrs à 99% que la preuve est juste. Donc voilà, nous sommes déjà en 2003. La preuve est juste à 99%. Alors qu'est-ce que vous faites à ce niveau-là? Donc l'éditeur de Annals vous appelle, il vous dit, bon, écoutez, moi j'accepte l'article si vous dites que c'est bon. Mais voilà, vous avez un risque que votre nom soit oublié si quelqu'un fait une preuve à 100%. Donc, réaction logique de Hayes, je vais passer 20 ans de ma vie à créer un programme informatique qui va vérifier ma preuve. Et c'est ce qu'il fait. Donc, il crée un programme qui s'appelle FlySpec. Le K est pour Kepler. Ça va lui prendre 20 ans, en fait un peu moins parce que finalement il a une excellente équipe qui vérifie la preuve. Donc il resoumet une preuve en 2014. Donc cette fois-ci c'est une preuve assistée par ordinateur. Et elle est validée récemment, en 2017. Donc c'est bon. BCC est optimal. J'ai pas dit qu'il était BCC. Mais BCC est optimal. Donc BCC c'est Body Centered Cubic. Vous avez deux façons de conduire BCC. Donc vous prenez vos oranges, vous avez une infinité d'oranges. Vous commencez par faire un premier layer. Alors, deux façons. Donc vous avez la façon triangulaire. Le premier layer, vous faites la configuration A2. Vous commencez par mettre vos réseaux comme ceci. Oups. Et au-dessus, vous allez mettre des oranges là où il y a des trous. Comme ceci. Etc. Je n'ose pas. L'autre façon de faire, c'est que vous commencez par votre réseau carré. Oups. Et là où il y a des trous, vous mettez des oranges aussi. Voilà, ça donne la même configuration et c'est la configuration BCC. Voir que c'est la même configuration, c'est pas simple, c'est un truc de la géométrie dans l'espace. On va le voir tout à l'heure, je crois. Voilà pour la dimension 3. On a des conjectures en dimension 4 et 5. Donc je regarde les hautes dimensions. Donc dimension 4 et 5, on a des très bonnes conjectures, mais on n'a aucune idée de comment faire. Et le résultat surprenant arrive en 2003. Donc ça, maintenant je regarde les hautes dimensions. Avec un article de Kohn et Elkis. C'est aussi un article dans Annals, et ça a une importance pour ce que je vais raconter après. Kohn et Elkis proposent une borne supérieure de la configuration optimale. Donc ils montrent que la densité optimale en dimension D est forcément plus petite qu'une densité dimension D de Kohn et de Elkis. Donc ils ont une borne suprêmum de cette constante. Construire une borne infimum de cette constante, c'est pas très compliqué, j'ai juste à montrer une configuration périodique et à faire le calcul. Comme ρD c'est la plus haute densité, si je vous propose un réseau, vous pouvez calculer sa densité, et je sais que la densité optimale va être plus grande. Et du coup, ils tracent deux courbes dans leur article. Ici, c'est la dimension. La première courbe, ça va être celle-là. Alors, oubliez totalement les échelles, j'ai aucune idée à quoi ça ressemble. On a dit que c'est entre 0 et 1, mais pour faire le dessin, ça va être beaucoup plus simple pour moi de dire que c'est pas entre 0 et 1. Ça ressemble à... J'ai le dessin pour être sûr. Ça, c'est des rodés de C avec les meilleurs C connus.
Alors, on ne sait pas si c'est les meilleurs du tout. Hein. Trouver des très bons réseaux en haute dimension, ça devient très difficile. Et eux, ils dessinent maintenant ρD de CE. C'est une autre courbe qui fait ceci. Hop, hop, hop. Et ça, c'est ρD de CE, qui est un calcul numérique. Ils prennent leur ordinateur, ils résolvent un problème. Et magiquement, on voit qu'on dirait que ça coïncide en dimension 1, en dimension 2, en dimension 8 et en dimension 24. Et ils conjecturent qu'en fait, il y a égalité, donc ça implique plein de choses. Ici, la dimension 1, on sait quel est le réseau, hein, ils ont testé avec le réseau AZ, je devrais l'écrire en orange parce que ça concerne la courbe orange. Ici, ils savent quel est le réseau, on a montré que c'était A2. Et en dimension 8, si la conjecture est vraie, ici, ça voudrait dire que le réseau optimal, c'est E8, un réseau que je vais expliquer à la prochaine heure. Et là, le réseau optimal, ce serait à Lich 24. On l'appelle le réseau de Lich. Oups. Alors, tac, tac. J'ai tout perdu mes notes. Voilà. J'avais marqué en quelle année, je vous le donnerai tout à l'heure, quand a été trouvé E8 et Lich 24, mais Lich 24 c'est tout récemment, donc trouver ce réseau c'était très difficile déjà. Donc c'est un article très étrange, parce qu'ils font du numérique, ils font une conjecture, et il n'y a pas de démonstration dans l'article, mais c'est tellement important que Annals a accepté l'article, alors qu'il n'y a vraiment pas de maths, quoi. Il y a une ligne de maths qui apparaissait déjà dans leur article précédent. C'est juste, ils ont fait du numérique, ils ont dit, en fait ça coïncide ici, mais à 100 chiffres après la virgule, donc c'est forcément vrai. Tac tac, bah, je vais m'arrêter là, quitte à reprendre 5 minutes en avance. Je vais finir sur une citation de Kohn, qui dit la chose suivante: lorsque Elkis et moi-même avons proposé cette méthode en 1999, Viazovska était encore à l'école secondaire. Sans réaliser à quel point l'étape restante était profondément difficile, j'ai imaginé que nous avions presque résolu le problème de l'empilement des sphères en dimension 8 et 24. Et que notre incapacité à trouver les fonctions magiques était extrêmement frustrante. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent une fonction numériquement, et ce qui leur manque, c'est la formule analytique de la fonction. Ils veulent dire cette fonction est égale à ça et vérifie en effet cette propriété que nous avons vérifiée numériquement, mais on aimerait avoir une démonstration. Au début, je craignais que quelqu'un d'autre ne trouve une solution facile et que je me sente ridicule de ne pas l'avoir fait moi-même. Au fil du temps, j'ai acquis la conviction que l'obtention de ces fonctions était en fait difficile, et d'autres sont parvenus à la même conclusion. Par exemple, Hales a déclaré « J'avais l'impression qu'il faudrait un Ramanujan pour la trouver ». Finalement, au lieu de m'inquiéter que quelqu'un d'autre la résolve, j'ai commencé à craindre que, mauvaise page, personne la résolve. Et que je meure un jour sans en connaître le résultat. Je suis reconnaissant à Viazovska d'avoir trouvé une solution aussi satisfaisante et belle, et d'avoir introduit de nouvelles idées merveilleuses à explorer par la communauté mathématique, ce que nous verrons l'heure suivante.